Cyberharcèlement, c'est quoi? C'est harceler quelqu'un, tout simplement. Donc ça sous-entend lui nuire de manière répétée par différents moyens, en utilisant les nouvelles technologies de communication comme MSN, Internet, GSM, Instagram, Twitter, Facebook évidemment. Donc voilà. Le cyberharcèlement, c'est bien entendu une infraction, c'est interdit par la loi et c'est réprimé au niveau judiciaire. Il faut savoir que c'est pas du tout un acte anodin. Ça a l'air anodin parce qu'il suffit d'un clic ou d'une conversation ou de l'envoi d'une image ou de l'envoi d'une photo, ça a l'air vraiment anodin. Mais au niveau des conséquences, tant pour l'auteur que pour la victime, ça ne l'est pas du tout. L'emploi des nouvelles technologies, donc de Facebook, de GSM, de Twitter, etc., ça a certaines caractéristiques, c'est-à-dire que l'auteur, quand il clique derrière son écran de GSM ou d'ordinateur, il y a une certaine prise de distance par rapport à la victime. Donc lui, il a l'impression que finalement ce qu'il fait, c'est pas très grave. Il y a une sorte de déresponsabilisation. Il a l'impression peut-être que ce qu'il fait, donc voilà, n'est pas grave, que ça n'a aucune conséquence. Donc il y a vraiment une prise de distance qui fait que les menaces ou les commentaires désobligeants qu'il va produire seront souvent beaucoup plus percutants, beaucoup plus virulents, beaucoup plus violents vis-à-vis de la victime. Parce qu'effectivement, quand on est face à quelqu'un, on a une certaine retenue, tandis que quand on agit par l'intermédiaire d'un média et qu'on n'a pas la personne directement en face de soi, c'est clair qu'on se lâche, quoi, hein. C'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus violent et on y va. Et souvent, ça peut se produire tout seul, mais souvent on associe le public par des groupes constitués sur Facebook, sur Twitter, où on associe les gens en leur faisant diffuser les images ou le film qu'on vient de prendre. Et donc le côté groupe est vraiment très puissant. Ce qui fait que pour la victime, la conséquence, c'est que c'est d'autant plus violent pour elle. Donc la victime, elle va recevoir quelque chose de très percutant. Pour peu que ce soit répété, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Donc elle va ressentir un gros sentiment d'impuissance parce que ça paraît impossible à arrêter. Des SMS qui se produisent tout le temps, que ce soit à l'école, à la maison, dans le bus, pendant son loisir, ou des mails qui arrivent tout le temps, des menaces sur Facebook qui se produisent tout le temps, des commentaires. Ça a quelque chose d'infernal, ça envahit le quotidien. Ça permet à la victime d'être tout le temps, ça va lui causer une grande détresse psychologique parce qu'elle aura l'impression qu'elle n'a pas la capacité d'arrêter ça. Et en plus, voilà, éteindre son ordinateur ne suffira probablement pas parce que dès qu'elle va le rallumer dans le confort de sa chambre ou de son salon, eh bien les menaces vont envahir son quotidien. Donc c'est vraiment très envahissant et très violent. Pour la victime, ça peut avoir toutes sortes de conséquences, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais si on s'arrête un petit peu dessus, on peut avoir des conséquences scolaires, évidemment. Elle peut avoir peur de revenir à l'école, se refermer complètement, même à ses propres amis. Les parents peuvent remarquer un changement de comportement. Il peut y avoir une baisse dans les notes scolaires. De manière plus générale, une grosse dévalorisation de soi, une perte de confiance. Ça peut même aller, et ça s'est répercuté dans la presse de ces derniers temps, jusqu'à des passages à l'acte d'automutilation, voire jusqu'au suicide. Donc il ne faut vraiment pas considérer le cyberharcèlement et le harcèlement tout court comme quelque chose d'anodin, parce que vraiment c'est quelque chose qui marque très fort ceux qui en sont victimes. Dans les caractéristiques de l'auteur de harcèlement, généralement on rencontre des jeunes de tout type. Il faut savoir que ce n'est pas spécialement des jeunes qui sont méchants à la base, c'est des jeunes comme les autres qui essayent de se trouver une place et qui le font souvent de manière un peu maladroite. Ça commence par essayer de se faire mousser avec les copains avec une petite blague, et puis on voit que ça marche, donc on s'intègre et on se dit tiens, on va continuer, et c'est une façon pour eux aussi de gagner très rapidement des galons au niveau social avec les pairs. Donc au niveau du cyberharcèlement, il suffit de créer un groupe anti-machin, on invite tous ses copains, on envoie quelques menaces, quelques insultes, et très rapidement on a tout un groupe autour de soi qui voit à quel point on est fort et à quel point on arrive à faire rire tout le monde. Évidemment tout ça au dépend d'une victime, mais l'intention de départ est toujours évidemment de s'insérer au sein d'un groupe. Donc c'est souvent des jeunes qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin d'être reconnus, et c'est par ce biais-là finalement qu'ils essayent de s'intégrer. Vu qu'il s'agit d'une infraction, ça donne lieu généralement à des poursuites judiciaires. Donc ça se démarque comment? Généralement par une audition à la police. Police qui, une fois auditionné auteur, victime, témoin, etc., va envoyer un dossier au parquet. Le parquet, c'est qui? C'est le substitut du procureur du roi qui se trouve au palais de justice et qui a plusieurs options évidemment quand il reçoit un dossier. Donc il peut tout d'abord envoyer le dossier
vers le juge de la jeunesse si l'auteur est mineur, ou le tribunal de la jeunesse qui lui va prendre une sanction à son encontre. Et cette sanction, il va y avoir un côté protectionnel, donc qui équivaut un petit peu au côté pénal pour les adultes. Donc il s'agit des prestations éducatives, qui est comme du travail d'intérêt général. Ça peut être un placement en IPPJ par exemple, une CRG, donc une concertation restauratrice en groupe, et un peu à cheval entre le côté protectionnel et le côté civil, on a la médiation. Et il y a aussi le niveau purement civil qui consiste en la réparation financière du dommage causé à la victime. Donc voilà, si on schématise, au niveau de la sanction pour l'auteur, il y a deux côtés. Il y a le côté vraiment entre guillemets punition. Alors on est dans le côté protectionnel, mais c'est clair que comme c'est une infraction, il y a une punition derrière, qui sont, comme ma collègue l'a dit, les prestations, un placement, etc. Donc ça c'est pour l'auteur. Et il y a aussi le côté civil, qui est donc ça, le côté financier, parce que c'est clair qu'un fait de harcèlement pour une victime peut avoir d'énormes conséquences au niveau civil. Et ça c'est supporté par les parents. Il faut savoir que les parents sont automatiquement mêlés dans cette histoire-là, et que le juge au tribunal va se retourner sur les parents pour leur demander le remboursement de tous les frais occasionnés par le fait de cyberharcèlement. Ça peut être des frais directs comme des frais médicaux, une séance chez le thérapeute ou un suivi quelconque. Ça peut être aussi, si c'est un harcèlement qui mène à des passages à l'acte tels que des faits de coups et blessures. Enfin voilà, ça peut vraiment être le remboursement de tous les frais directs. Mais il y a aussi une dimension qui n'est pas souvent connue et qui pourtant est capitale, c'est le dommage moral. Il faut savoir que le harcèlement et le cyberharcèlement peut causer un dommage moral énorme chez les victimes, et donc ça, le tribunal dispose de tableaux et ça peut mener à des sommes faramineuses. Le dommage moral, c'est quoi? C'est le dommage psychologique, c'est le malaise, la détresse, c'est la peur d'aller à l'école, la peur de sortir, c'est les conséquences d'un repli sur soi, c'est tout ça. C'est difficilement quantifiable, mais une fois qu'un expert s'est penché sur la situation, il parvient à chiffrer ce dommage-là, et souvent c'est très très conséquent. Donc ça, il faut vraiment savoir que c'est important. Et ce que j'ai envie de dire aussi à quelqu'un qui est victime de ça, c'est qu'il va ressentir la plupart du temps un sentiment de honte, de culpabilité, ne pas oser en parler parce que c'est quelque chose de gênant. Donc souvent ce sont des personnes qui vont se taire pendant longtemps et qui vont subir ça pendant longtemps. Nous, ce qu'on aurait envie de donner comme conseil aux personnes qui sont victimes de ça, c'est classique, mais c'est vraiment de casser le silence, de parler, de dire ce qu'ils vivent. Alors, de dire ce qu'ils vivent à qui? Aux copains, peut-être d'abord, simplement pour qu'on leur renvoie, mais tu sais, c'est pas normal ce que tu vis, c'est pas normal ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut régler ça. Aux copains, aux gens de son âge, mais aussi bien sûr aux adultes. Alors tous les adultes qui entourent, parfois les parents c'est difficile, mais ça reste très important, mais également les professeurs, les éducateurs qui sont dans les écoles, les gens du PMS qui sont là pour ça et qui souvent sont spécialisés, mais aussi les gardiens de la paix, les gens en mauve là qui sont sur les passages pour piétons et qui quadrillent un petit peu les rues de la ville, ils sont là aussi pour ça. Il y a le service prévention, il y a toutes sortes de services qui sont là pour recueillir la parole des jeunes qui n'osent pas en parler. C'est vraiment important de casser le silence, parce que les harceleurs, évidemment, pourquoi est-ce que ça marche, le harcèlement? C'est parce que les gens ne disent rien. Et donc c'est pour ça que ça marche. Dès que les victimes parlent, ça tombe à l'eau et on offre à la justice la possibilité de réagir par rapport à un auteur. Il faut bien se dire que tant qu'on est victime et qu'on ne réagit pas, la justice ne saurait pas réagir. Si on veut à un moment donné trouver le moyen d'arrêter ça, il faut en parler à un moment donné et il faut donner le pouvoir à la justice d'intervenir. Comment faire? Aller en discuter et puis peut-être dans une seconde étape, aller porter plainte à la police. Ne pas avoir peur, c'est pas parce qu'on porte plainte à la police qu'on est une poule mouillée ou qu'on est comment est-ce qu'on dit maintenant, un petit zizi, une balance, un truc comme ça. Pas du tout, il n'y a aucune honte à se déplacer jusqu'au commissariat, à demander à rencontrer une assistante sociale de la police, une psychologue de la police ou un policier et à expliquer ce qu'on vit.
C'est la seule manière légale de réagir par rapport au harcèlement. Se venger, demander à ses copains d'aller se venger, entrer soi-même dans le cercle du cyberharcèlement en devenant violent ou au contraire en se repliant complètement contre soi-même et en changeant de personnalité, en étant malheureux, c'est pas la solution. Il faut vraiment oser en parler à quelqu'un, donner à un magistrat le pouvoir de réagir par rapport à ça pour que ça s'arrête. Il y a également le service d'aide aux victimes auquel on peut faire appel. Et si le cyberharcèlement a des conséquences vraiment au niveau psychologique, au niveau de la santé mentale, qu'on se sent vraiment acculé par ce qu'on subit, il reste toujours les services de santé mentale qui sont là avec des psychologues, des assistants sociaux qui sont là pour aider. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le cyberharcèlement est une infraction au même titre qu'un coup et blessures, au même titre que les injures, que les problèmes de voisinage, etc. Faire appel à un service ou faire appel à un adulte ne dispense absolument pas de déposer plainte. Pourquoi ? Parce que pour faire cesser, c'est le seul moyen efficace. Donc, on peut faire appel à un adulte, on peut faire appel à un service pour avoir une aide psychosociale, mais en parallèle, il est vraiment important de signaler les faits à la police, au risque, sinon, l'auteur peut arrêter vis-à-vis d'un jeune, mais il va peut-être passer à un autre jeune et il ne prendra jamais conscience de la gravité de ses actes s'il n'y a pas un coup d'arrêt qui est mis au niveau judiciaire. De plus, nous, ce qu'on constate quand même souvent ici au niveau de notre travail, c'est que le cyberharcèlement en tant que tel ne donne pas lieu à des plaintes. Donc du coup, les gens ils continuent leur petite vie, ils continuent d'être en contact jusqu'au jour où ça craque, où il y a des coups et blessures qui sont associés, il y a du racket, il y a des diffusions d'images pédopornographiques, etc. Donc des faits plus graves qui arrivent à la suite. Et parfois, même la victime de harcèlement qui fait ces coups et blessures pour se défendre et qui donc se retrouve auteur d'une infraction. Et l'auteur de départ qui a provoqué tout ça, l'auteur de cyberharcèlement, va avoir le beau rôle, va se rendre à la police, va déposer plainte et causer des ennuis à sa victime. Ce qui va être clairement injuste. Mais si la victime ne s'était pas manifestée au départ, voilà, difficile d'expliquer à un policier, tiens, pourquoi est-ce que je n'ai pas signalé les faits que je subissais. Donc toujours faire appel à un adulte, faire appel à un service, mais en parallèle faire appel à la police.